Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer et Nelly Pailleux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à tous et bienvenue dans Odile, le podcast qui décrypte l'actualité de la lutte contre la désinformation dans le monde francophone. Bonjour Guillaume. Bonjour Nelly, nous avons avec nous aujourd'hui les surligneurs et son éminent représentant que Nelly va vous présenter. Exactement, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Couronne qui est cofondateur et directeur de la publication des Surligneurs. Alors les Surligneurs, c'est un média en ligne qui a été fondé en 2017, si je me trompe pas, qui réalise du legal checking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vincent, qu'est-ce que c'est le legal checking ? Eh bien, écoutez, le legal checking, en fait, c'est une pratique qui commence à émerger dans la communauté du fact-checking. C'est-à-dire que ça consiste à faire non pas de la vérification des faits, mais de la vérification du droit. Plus précisément, lorsque, par exemple, une personnalité politique va, dans son discours, faire une promesse, une proposition politique spécifique, on va vérifier si c'est conforme ou pas au droit, tout simplement, et non pas conforme aux faits, comme le font le plus souvent les fact-checkers. Donc, par exemple, si par exemple, je sais pas moi, un candidat à la présidentielle propose de ne plus accueillir les demandeurs d'asile, on explique pourquoi en fait la Convention de Genève, les directives européennes, etc., ne permettent pas juridiquement de faire cela. Ou lorsque, par exemple, des personnes affirment dans le cadre de la crise du Covid que les gendarmes ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale parce que la Constitution, parce que etc., nous on dit que si, ils sont bien soumis à l'obligation vaccinale, parce que la loi le prévoit, parce qu'il y a des décrets d'application, etc. Parce qu'ils sont militaires. Et parce qu'ils sont militaires, exactement. Et que les militaires doivent se faire vacciner. Cette initiative, elle est originale, en tout cas en France. Est-ce qu'à votre connaissance, vous êtes les seuls à faire ça en français ou en France ? On est les seuls à le faire en français, ça c'est une certitude. En anglais, il y a en 2018, donc un peu après nous, c'est pas pour dire qu'on était les premiers que je dis ça, mais il y a eu une initiative aux États-Unis du barreau américain, c'est-à-dire donc l'ordre des avocats des États-Unis, qui a créé un site pour faire un petit peu de legal checking comme ça, mais c'est pas du tout la même dimension que ce qu'on fait nous aux Surligneurs, c'est beaucoup plus fait entre les avocats, etc. Donc c'est pas du tout une démarche journalistique. Mais sinon, oui, on est les seuls à faire du legal checking. Et quand on s'est lancé, on a même des reportages qui ont été faits sur nous en Corée, au Canada, au Japon, etc. Parce qu'ils ne connaissaient pas cette pratique qui est en fait assez nouvelle. Alors quand vous dites « on », qui est derrière les surligneurs ? Oui, c'est vrai que on va essayer d'être le plus factuel possible. C'est quand même ça serait plutôt une bonne chose pour des fact-checkers. Alors derrière ce on, il y a pas mal de monde en fait. Il y a un petit groupe d'abord, donc moi du coup déjà comme directeur de la publication, où je suis en fait épaulé par un directeur de la rédaction qui s'appelle Jean-Paul Marcus, et ensuite des rédacteurs en chef par thématique, Europe, criminalité, etc. Qui ont tous des formations de juristes ? Et ils ont tous des formations de juristes. L'idée, c'est que tous les surligneurs, en quelque sorte comme ça qu'on s'appelle, sont tous des juristes, de préférence chercheurs en droit, donc chercheurs de l'université. Pourquoi chercheurs ? Parce que c'est pour nous le meilleur moyen d'éviter les conflits d'intérêts. On a quelques avocats qui écrivent pour nous, mais systématiquement leurs articles sont relus, travaillés, etc. et par des chercheurs. On s'assure vraiment que dans des démarches de transparence, on évite tout conflit d'intérêts. Et de toute façon, notre charte déontologique nous y oblige. Mais après, tout le reste, ce sont des gens qui interviennent de manière ponctuelle. Et toutes ces personnes qui interviennent de manière ponctuelle, je dirais qu'il y a un cercle d'à peu près une 20 personnes qui sont assez investies, et ensuite à peu près 150 personnes qui vont intervenir 3-4 fois par an, pas plus. Et puis on a aussi en fait beaucoup d'étudiants, des étudiants en droit qui sont essentiellement des étudiants qui sont en master et qui en fait apprennent via l'éducation aux médias à repérer en fait ce qu'il y a de juridique dans le discours politique. Et donc ils nous aident en fait aussi à détecter dans le discours politique les différentes
les différents propos des politiques qu'on pourrait surligner. Et puis eux-mêmes, en fait, aussi de manière encadrée par les enseignants et les chercheurs, vont également rédiger des articles. Oui, j'allais dire, c'est vraiment un exercice de travaux pratiques par excellence que d'envoyer les étudiants faire ça. Ils Exactement. arrivent à le faire rapidement. Quel est le délai que vous prenez pour vérifier? Parce qu'on sait qu'un des problèmes dans le monde de la vérification, c'est que on peut mettre une semaine, 15 jours à vérifier un fait. Et là, vous êtes sur la parole publique politique qui est très liée à l'actualité et qui donc va demander à être confirmée ou infirmée rapidement. Ouais. Pour la réactivité, c'est sûr que c'est un comment dire? C'est une exigence effectivement dans notre métier, mais nous, on a un avantage et un inconvénient. Je vais commencer par l'inconvénient, c'est que on n'a quasiment pas de journalistes, à temps plein, qui sont donc consacrés exclusivement au fact-checking, aux surligneurs. Ce sont essentiellement, donc des auteurs externes aux surligneurs qui rédigent. Donc ça, c'est une contrainte un peu parce que ce sont des gens qui font un autre métier, ils sont chercheurs ou voire même s'ils sont étudiants encadrés par un chercheur, ça prend du temps. Mais on a un avantage, c'est que on n'a pas besoin d'enquêter en fait quand on rédige nos articles, parce que l'avantage du droit, c'est que tout est disponible en ligne, tout est accès au public, tout est accessible au public. Si vous voulez démontrer que ce que dit un tel, c'est contraire à telle loi, il suffit d'accéder à telle loi très rapidement sur Legifrance ou sur Eurlex, qui est la base de données européenne, et on a accès à tout. Et en réalité, un article, pour nous, ça peut s'écrire en une demi-journée, maximum 48 heures, si on a besoin, si on a des débats entre nous, qu'on n'est pas sûr, etc. D'où elle vient cette envie? Pourquoi il y a eu cette nécessité de faire de la vérification juridique? Parce que déjà, c'est le prisme par lequel moi je réfléchissais. C'est-à-dire donc quand j'ai eu cette idée-là, c'est-à-dire en tant que juriste moi-même et chercheur, j'analyse le discours politique. J'étais très intéressé par le discours politique, hein, toujours. J'analyse ce discours par le prisme du droit. Donc c'est un regard plutôt naturel pour moi. Et l'autre nécessité, en fait, c'est que je suis un grand consommateur aussi de presse, que je lis énormément, et je ne voyais quasiment pas, ou quasiment jamais, d'articles dans la presse, ou en tout cas de la part des fact-checkers, sur justement toutes ces erreurs juridiques que l'on pouvait lire. Et donc je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais comment se fait-il que l'on fasse du fact-checking et pas du legal checking?» Hem Pourquoi est-ce qu'il y a cet angle mort comme ça? Alors une des raisons, ça pourrait être de se dire que les journalistes, en fait, ils ont très peu de formation juridique en général. Donc, ils sa c'est son comment dire? C'est naturel, en fait, d'aller vérifier les faits, mais sur le droit, c'est vrai que c'est peut-être plus ça demande peut-être une expertise un peu plus pointue sur le droit. Hem En tant qu'ancien journaliste, je peux vous dire qu'effectivement, on ne croisait pas dans les rédactions beaucoup de spécialistes de la chose juridique. Ouais. et voilà, et donc du coup, c'est un petit peu la rencontre des 2 qui a fait que, il y a eu cette nécessité de créer les surligneurs, et donc de faire ces vérifications-là. D'autant plus que je me rendais compte aussi, j'étais pas du tout le seul, hein, on était tous à se rendre compte de cette situation quand on était en 2017. On était au moment où Trump était en train de monter aux États-Unis. On venait d'avoir le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, on avait vu là aussi pas mal de fake news, enfin pas mal de désinformations qui avaient été diffusées. Et on avait en France des mouvements un petit peu plus ou moins visibles, avec des campagnes de désinformation qui pouvaient nous inquiéter à l'approche de la présidentielle. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose, de parler plus de droit que des faits, et d'essayer de faire en sorte aussi que les fact-checkers eux-mêmes fassent plus de legal checking. L'idée, c'est qu'aussi d'autres fact-checkers, comme les décodeurs, comme Check News, etc., se mettent aussi à faire eux du fact-checking, du legal checking. Et du coup, à l'inverse, effectivement, on croise pas beaucoup de journalistes spécialistes de la question juridique dans les couloirs des rédactions, comme le disait Guillaume. Mais à l'inverse, du coup, vous aviez une formation plutôt juridique que vous avez quand même adaptée à un terrain journalistique qui est la vérification de l'information, qui est quand même une discipline journalistique qui demande une certaine rigueur et une certaine formation. Vous avez appris tout seul, vous êtes fait former, vous avez appris à des gens, vous vous êtes inspiré d'autres personnes. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été facile, je dois vous l'avouer. C'est vrai que le métier de journaliste est un métier extrêmement difficile et qui notamment requiert énormément comment dire? De connaissances, de savoir sur les questions déontologiques, et sur les questions de pratique du métier. Et donc j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été extrêmement aidé par des journalistes avec qui on a travaillé. Quand j'ai lancé des surligneurs, très rapidement, en fait, on a travaillé avec le journal Libération. À l'époque, c'était
J'ai oublié le nom de l'ancienne rubrique de fact-checking de Libération, mais ça va revenir. C'était juste avant Check News. Intox, désintox. Voilà, c'était ça. Et puis ensuite avec Décodeurs du Monde. Et donc du coup, on a toujours été entouré en fait de journalistes, fact-checkers en particulier, qui nous ont clairement appris le métier. Et ensuite, il y a eu un autre élément qui nous a pas mal aidé, c'est qu'on a commencé un petit peu à vouloir aussi rejoindre des différentes organisations qui réunissent des fact-checkers, des journalistes, etc. Et donc du coup, c'est là aussi on a beaucoup appris sur la déontologie, sur les questions de transparence, de conflit d'intérêts, etc. On a adhéré par exemple il n'y a pas très longtemps à l'International Fact-Checking Network, l'IFCN. Et donc ça aussi c'est un processus nous de mise en conformité en quelque sorte et d'apprentissage de ce que c'est que le journalisme et le fact-checking en particulier. Et aujourd'hui, on considère que on a réussi à se professionnaliser et à vraiment réunir le monde du fact-checking journalistique et le monde du droit. Alors, professionnaliser, ça veut dire qu'il faut des moyens. Quand on utilise ce mot-là, c'est généralement qu'on a besoin de se demander d'où vient l'argent. Vous avez déjà jeté quelques mots comme Libération, par exemple. Quand on va sur la page partenaire des surligneurs, on voit des partenaires institutionnels comme l'Université de Paris-Saclay, et on voit effectivement des médias M6, Radio Nova, Libération, Le Point, même la télévision nationale japonaise, la NHK, Oui. et France Culture. Est-ce que ce sont des partenariats, ou même les Décodeurs du Monde? Est-ce que ce sont des échanges de bonnes pratiques? Est-ce que l'université vous donne du temps pour travailler sur ce projet-là? Comment est-ce que vous réussissez à faire tourner la machine? L'université nous donne du temps, en effet, et c'est vraiment là le grand avantage qu'on a quand on est chercheur, c'est que tout notre temps de recherche, en réalité, on le consacre à ce qu'on veut comme activité. Et donc, le directeur de la rédaction, par exemple, Jean-Paul Marcus, il est professeur à l'université Paris-Saclay, professeur de droit, et tout son temps de recherche, il le consacre aux surligneurs. Et donc, il est en quelque sorte rémunéré en tant que chercheur pour travailler sur les surligneurs, avec l'indépendance qui est attachée aux chercheurs de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour nous. C'est enviable. Beaucoup de vérificateurs qui aimeraient pouvoir bénéficier de ce genre de position-là. Bravo. Exactement, c'est très confortable en fait pour les chercheurs qui font ça. Ouais, tout à fait. Ça permet d'avoir, comment dire, pour nous, ça nous permet d'avoir en fait une masse salariale qui est réduite, extrêmement réduite en réalité, parce que les gens qui travaillent aux surligneurs, qui écrivent pour les surligneurs, sont payés par l'université. Paris-Saclay. Paris-Saclay essentiellement. Voilà, c'est Paris-Saclay. Il y a Sciences Po Saint-Germain-en-Laye aussi. Et puis il y a d'autres universités, l'université d'Aix-Marseille, l'université de Lille, etc., qui participent un petit peu également. Mais les autres partenariats qu'on a, ce sont essentiellement des partenariats d'échange de bonnes pratiques. Voilà, exactement, comme avec les Décodeurs du Monde, par exemple, ou avec France Info TV sur certains aspects. Mais on a aussi la chance de pouvoir avoir un soutien financier de l'université Paris-Saclay, qui nous donne en fait, qui nous aide clairement via du budget en fait pour nous aider à nous développer. Donc ça, c'est encore une fois là où on a beaucoup de chance, c'est que c'est l'université qui nous aide. C'est pas une fondation, c'est pas un parti politique évidemment. Ce qui a une garantie d'indépendance. Exactement. On est totalement indépendant sur notre ligne éditoriale. Et du coup, c'est parfait, comme on vient de parler un peu d'argent et de financement, je vais en profiter pour passer sur une question un peu plus matérielle et vous demander quels sont les outils que vous utilisez. Est-ce que, je sais pas, on pourrait avoir l'image de quelqu'un, moi par exemple, si j'imagine quelqu'un qui travaille au surligneur et qui fait du legal checking, j'imagine quelqu'un qui va soit lire un journal ou regarder la télé, repérer une affirmation de quelqu'un qui fait une affirmation fausse, quelqu'un qui prend parti au discours public, et j'imagine donc un surligneur qui va aller voir dans son code civil ou dans son texte de loi, J'imagine que la réalité est un petit peu plus complexe que ça. Quels outils vous utilisez pour vous organiser? Mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous avez de gros stabilos? Est-ce que vous avez un partenariat? On a essayé avec Stabilo pour. Ils ont jamais répondu. Non, alors, en fait, c'est pas si loin de la réalité ce que vous dites, Nelly, c'est-à-dire que on écoute les médias, on écoute la télé, la radio, la presse, etc. On regarde aussi les communiqués de presse des différentes personnalités politiques, etc. Avec, un process de veille qui est établi avec des procédures, des répartitions des rôles pour la veille?
Oui, exactement. Et ça, c'est là que les étudiants sont extrêmement précieux parce que ce sont eux essentiellement qui font la veille. Ils sont notés même pour ça à l'université, les étudiants pour faire ce travail-là. Donc c'est assez, Belle ils ont source de très, motivation. voilà, ils ont pas mal de pression. Euh, et donc en fait, ils se partagent les différents médias. Ce qu'on leur demande de faire, c'est que en général, ils font ça en deux temps. C'est-à-dire qu'ils vont suivre en fait des personnalités politiques. Et ils vont d'abord suivre des personnalités politiques avec qui, a priori, ils sont en désaccord. Parce que on a plus de chances de trouver des éléments à redire sur des personnalités dont on ne se soit pas forcément proche que les autres. Et puis, dans un deuxième temps, ils vont suivre plutôt des personnalités politiques avec qui ils sont plutôt d'accord. Ce qui leur permet ensuite d'apprendre comme ça l'objectivité et de comprendre aussi quels sont les biais auxquels ils font eux-mêmes face et d'arriver à les démonter, à les déconstruire pour avoir un regard tout à fait objectif sur le discours politique. Donc voilà, et puis après, une fois qu'ils nous font remonter en fait des idées, soit eux, soit les chercheurs, vont rédiger des articles, et ces articles vont se rédiger à plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a un auteur principal, et il y a forcément derrière 3, 4, voire 5 relecteurs différents, qui sont des relecteurs de la même spécialité, de spécialités aussi différentes, pour s'assurer que on puisse pas avoir éventuellement quelqu'un qui connaît pas forcément très très bien le sujet. C'est intéressant qu'il relise parce qu'il peut voir des choses qu'un spécialiste ne verrait pas. Donc vous avez une approche scientifique en fait. Il y a une veille qui est là, qui est assurée par un corpus d'étudiants, qui est motivé d'ailleurs à la note. Donc ça Mm. c'est très malin pour avoir une veille efficace. Ouais. Vous en profitez pour les éduquer aussi en fonction des émotions qui sont provoquées par ce qu'ils peuvent lire ou entendre de la bouche de personnages politiques. Et puis ensuite il y a un collège d'examens et votre référence finalement, vous l'avez dit au début de ce podcast, c'est la loi. Et ça, elle est publique, elle est connue de tous. Donc là vous gagnez énormément de temps puisqu'on n'est pas à savoir si le soleil était exactement à 11h02 à provoquer cette ombre-là sur la photo. Votre source de connaissances est très très fiable. Est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels on ne penserait pas que vous utilisez, que ce soit des outils d'organisation, que ce soit des outils informatiques qui vous sont utiles, ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors, les outils d'organisation, très concrètement, c'est essentiellement c'est des drives en ligne. On travaille tous à distance. On a des locaux à Paris, hein, mais la plupart quand même sont à distance. On peut répartir un peu partout en France et aussi en Belgique. Mais après, les outils qu'on utilise, c'est beaucoup Signal, énormément hein, sur les fils de discussion. Et puis là, on a également un outil interne, une petite plateforme interne qui nous permet en fait qui a été construite spécialement pour nous et qui nous permet de rapporter les propos des politiques, de rédiger des articles, etc. Donc il y a cet outil-là qu'on a développé. On est en train d'en développer un autre justement avec l'université Paris-Saclay. Il y a un labo de recherche en informatique qui est en train de nous créer un outil qui va nous permettre de rechercher en fait dans toute notre base de données tout ce qu'on a déjà écrit, tout ce qu'on a déjà cherché, etc. Pour que dès lors que on rédige un nouvel article, on ait cette information qui nous remonte beaucoup plus facilement. Une sorte de super moteur de recherche en fait qui va beaucoup nous aider à accélérer notre travail et à l'intensifier. Et on n'a d'ailleurs pas précisé au début de ce podcast que les surligneurs agissent principalement sur l'échiquier politique français, hein, c'est ça? Oui, mais avec une information qui est quasiment exclusive. On va lancer les surligneurs en Belgique. Waouh, ok, félicitations, Voilà. très bien. Et alors moi, la question qui me taraudait un petit peu l'esprit, c'est que vous disiez tout à l'heure qu'un étudiant choisit une personnalité politique avec laquelle il n'a pas forcément d'affinité. Sur l'échiquier politique, est-ce que la désinformation légale, elle penche plutôt d'un côté, plutôt de l'autre? Clairement, ce sont les partis, on va dire d'extrême droite. Mais pour une raison simple, en tout cas nous, ça s'explique du point de vue du droit, c'est que si on pense au Rassemblement national, par exemple, c'est un parti politique qui conteste les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, qui conteste aussi beaucoup des règles de vivre ensemble démocratiques que l'on a aujourd'hui. Je parle de la question de l'asile, je parle de la question des questions tout un tas par exemple de droits sociaux, etc. Bon, du droit des étrangers, mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles en fait l'extrême droite a des positions radicalement différentes
que celle du consensus qui s'est construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe et dans les pays occidentaux. Et donc forcément, toutes ces règles qu'on a construites depuis 1945, le Rassemblement national, enfin en grand nombre en fait, il s'y oppose. Et donc du coup, il entre en contradiction avec notre Constitution, avec la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Mais ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que le Rassemblement national euh, et diffuse de moins en moins de désinformation, par exemple sur les questions européennes. Nous, on l'a observé très clairement à partir du moment où Marine Le Pen a renoncé à sortir de l'Union européenne, ou ensuite a renoncé, après le débat présidentiel de 2017, a renoncé à sortir de la zone euro, et a renoncé il y a quelques mois à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc maintenant, il y a un discours du Rassemblement national qui diffuse beaucoup moins des informations sur ces sujets-là, tout simplement parce que ils ont accepté en quelque sorte ces corpus juridiques-là. Ils se font aider par des collègues juristes qui ont rejoint leur rang et qui les aident à formuler leur discours. C'est quelque chose que vous avez senti, c'est plus préparé légalement? Plus préparé, non, mais moins contestataire. Et donc du coup, moins contestataire et du coup moins sujet à dérapage ou ce genre de choses. On peut tout à fait contester, mais genre il y a contester avec raison et contester en disant n'importe quoi. Mais non, en revanche, des juristes qui ont rejoint le Rassemblement national, on en a déjà surligné ou surligneur parce qu'ils peuvent dire aussi quelques bêtises. Quel est le niveau de succès des surligneurs depuis 2017 et la création de l'initiative? Comment est-ce que vous le mesurez? Est-ce que ça reste quelque chose qui circule bien dans des cercles de gens intéressés aux choses du droit, ou est-ce que vous avez réussi à étendre votre audience vers des lecteurs qui n'appartiennent pas à votre monde? Question difficile en fait parce qu'on a du mal à mesurer en fait ça. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'on voulait nous au départ, c'était nous adresser au grand public et toucher essentiellement les non-juristes. On s'est rendu compte que c'est extrêmement difficile quand on parle de droit d'être accessible au grand public. Et donc, malgré nos efforts, on s'est rendu compte qu'on était surtout accessible aux juristes, qui nous connaissent très bien aujourd'hui, mais aussi aux journalistes. Qui ont l'habitude, qui comprennent en fait, qui peuvent comprendre des textes un peu complexes, etc. Et donc du coup, notre lectorat, c'est beaucoup des journalistes et des juristes aujourd'hui. Même si on essaye, d'avoir une démarche encore plus on essaye de le rendre encore plus accessible et donc d'élargir un peu plus ce public là dans les mois qui viennent. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes malgré vous en train de devenir une ressource pour les rédactions. Vous simplifiez le discours du point de vue du droit et ensuite eux traduisent ça pour le grand public, c'est ce que j'entends? Exactement, et c'est d'ailleurs ce qui se passe par exemple avec des médias avec lesquels on travaille, c'est ce qui se passait pendant un certain temps avec les décodeurs du monde qui nous contactaient régulièrement et donc nous on leur fournissait notre analyse et ensuite eux le retranscrivaient vraiment avec leurs compétences de journalistes avec un texte accessible pour le lecteur. Donc tout à fait, on devient presque une agence en fait pour les journalistes que un média grand public. Mais on essaye quand même malgré tout encore aujourd'hui d'être accessible quand même au grand public. Parce que si on renonce à ça, on sait très bien qu'on va retomber dans les travers de complexité, de jargon juridique, qui est même difficile à comprendre pour les juristes eux-mêmes parfois. Ouais, ça je pense que c'est un sacré défi auquel vous avez dû faire face et vous adapter. Vincent, vous nous avez parlé de votre projet en Belgique presque en exclu. C'est quoi la suite après pour les surligneurs? Où seront les surligneurs dans un an? C'est une bonne question. C'est difficile à savoir toujours dans ce milieu-là. Vous savez que c'est toujours assez précaire, que c'est pas évident il faut motiver les troupes, il faut trouver les moyens pour fonctionner. Malgré tout, ce qu'on espère en fait dans un avenir proche, c'est de pouvoir déjà très clairement pouvoir embaucher des journalistes. On espère pouvoir dès le mois de janvier prochain recruter 2 voire 3 journalistes à temps plein pour faire du fact-checking et du legal checking. Ça c'est sûr. Et puis ce qu'on voudra faire aussi quand on aura réussi à faire ça, c'est pouvoir nous étendre dans d'autres zones que des zones francophones. C'est-à-dire que là, on se lance en Belgique en septembre, mais on voudrait se lancer aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie, un peu partout en Europe, et donc tester les surligneurs dans d'autres langues, surligneurs qu'il faudra probablement traduire, parce que je pense pas que ça ait beaucoup de sens de dire les surligneurs en italien ou en allemand, voire même en anglais.
Déjà pour la Belgique, on a eu quelques doutes parce qu'on parle plutôt de flux hauteur en Belgique que de surligneur, mais on a quand même gardé surligneur. Très bien. Vous parlez tout à l'heure du fait, en prenant l'exemple du Rassemblement national, qu'il y a eu une certaine prise de conscience qu'ils disaient peut-être un peu trop de bêtises et ils ont polissé leur discours. Est-ce que vous sentez votre utilité dans la manière dont les politiques s'expriment depuis 2017 ? Est-ce que vous notez moins d'erreurs juridiques parce qu'ils savent que vous existez ou pas ? Je vais être honnête avec vous, non, je pense pas que on les dérange énormément dans les erreurs qu'ils font par simplement ignorance ou voire même les stratégies parfois de désinformation comme on peut le voir par moment. Néanmoins, en fait, nous, quand on s'est lancé, on s'est pas dit on va, grâce à nous, les politiques ne diront plus de bêtises en droit ou quoi que ce soit. Non, nous, ce qu'on s'est dit en lançant les surligneurs, c'est qu'on va donner des arguments en fait aux opposants politiques de pouvoir contrer les arguments de ceux qui diffusent de la désinformation. Et des arguments valables. C'est-à-dire que si, par exemple, Emmanuel Macron commet une erreur sur le droit, ou Jean-Luc Mélenchon, ou Xavier Bertrand ou autre, Xavier Bertrand, par exemple, qui, là, est en campagne et il a déclaré il y a quelques jours dans la presse que il voulait interdire le salafisme. Bon, le salafisme, c'est une opinion, c'est une confession. On n'interdit pas ce que pensent les gens. Je sais pas comment. La loi ne peut pas dire vous n'avez pas le droit de penser ça. C'est pas possible. On peut interdire que des actes, mais pas une pensée. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est quand on dit Xavier Bertrand ne peut pas dire ça parce que juridiquement, en fait, il peut pas le dire. Il le dit, mais il a tort. Ça permet en fait à ses opposants, que ça soit du côté des écolos, que ça soit du côté de la République en marche ou autre, de pouvoir en fait lui opposer des arguments qui viennent de chez nous. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que nous on trouve très intéressant, c'est que ça permet vraiment d'améliorer la qualité du débat public de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va opposer des arguments raisonnables, fondés sur la raison, à un argument qui est lui déraisonnable. Émotionnel. Exactement. Donc les surligneurs.eu, c'est là où on vous retrouve, les surligneurs en un mot.eu comme Europe. Vous avez déjà prévu le coup dès le départ de l'extension territoriale de votre initiative. On a un coup d'avance. Est-ce que vous trouvez dans d'autres endroits sur la toile, sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux ? On trouve sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et même depuis peu sur Twitch, où tous les lundis matins et les mercredis matins, on fait un live Twitch avec des experts, des journalistes, etc. sur nos sujets. Donc tous les liens vers vos publications sont à retrouver dans les notes d'épisode de ce podcast, dans le lecteur de podcast habituel que vous utilisez, juste là en dessous du bouton play. Et merci beaucoup Vincent d'avoir rejoint Odile le podcast pour nous parler de l'initiative Les Surligneurs. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast dans tous vos lecteurs de podcasts favoris. Et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odile.org, odil.org, et sur Twitter, @obsdil.